Mon nom est Augustin Houphouët Abdoulaye Thiam. Je suis un parent du président Félix Houphouët-Boigny. Mon père s'appelait Amadou Thiam et ma mère Marietou Sow. Mon arrière-grand-mère maternelle était la petite sœur de la mère de Félix Houphouët-Boigny. C'était un homme exceptionnel, dans tous les sens du terme. Un monsieur tellement riche qu'il y a autant d'Houphouët-Boigny que de témoins de la vie d'Houphouët-Boigny. Personne ne peut à ce jour dire « je connaissais Houphouët-Boigny » ou « je cernais Houphouët-Boigny ». Il avait un caractère très riche, polymorphe, multiple. Toute proportion gardée, plus puissant qu'Houphouët-Boigny, je n'ai pas vu. Financièrement, politiquement, spirituellement, mais plus humble aussi, je n'ai jamais vu. Et je crois que c'était sa qualité majeure. C'est ça qui conditionne toute sa personne. À l'époque d'Houphouët-Boigny, je disais souvent qu'il était plus facile de rencontrer Houphouët-Boigny que certains de ses ministres. Il était ouvert à tout le monde. Il recevait sans rendez-vous beaucoup de gens. Il suffisait de s'asseoir chez lui et d'être patient. Il finissait toujours par vous recevoir. C'est ce que j'appelle l'humilité. Vous n'allez pas vous voir. Ah bon. Vous voulez vous voir. Je vais me parler. J'ai rarement vu quelqu'un aussi avec une aussi grande capacité d'écoute. C'était rare qu'il vous interrompe. Quand il vous donne la parole, il vous écoute jusqu'au bout. Et il ne recommence à parler que quand vous vous êtes tu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Monsieur le Président de la République, vous avez la parole. Houphouët-Boigny cultivait l'excellence et il pratiquait l'excellence lui-même. Et il favorisait les gens qui étaient brillants. Il aimait s'entourer de gens brillants et il facilitait la vie de gens, de ceux qui réussissaient. Il a des exemples comme ça autour de lui. De gens qu'il a pris, qu'il a appelés, il en a fait des ministres, uniquement parce qu'ils étaient brillants. Henri Konan Bédié, qui à l'époque était parmi les plus brillants de sa génération. Les exemples sont les gens. Abdoulaye Sawadogo, qui a été ministre de l'Agriculture de Houphouët-Boigny. Mohamed Diawara, qui a été ministre du Plan de Développement. Denis Bracano, qui a été ministre de l'Agriculture. Pratiquement autour de lui, il n'y a que ça. Il repérait dans les différentes générations jusqu'à Alassane Ouattara, qui a été brillant aussi et qui a eu la carrière qu'on lui connaît. Il allait toujours au meilleur. Quand il fallait construire, il construisait le meilleur. Quand il fallait acheter, il achetait le plus beau. Quand il fallait être performant, il était le plus performant. Toujours l'excellence au quotidien. D'abord appliquée à lui-même et ensuite à son entourage. J'ai eu la chance de réussir très vite à l'école, donc j'ai quitté le village. À 10 ans, j'étais déjà à l'EPS à Benjerville. Et à 13 ans à Gorée. À 20 ans, je sortais médecin. Même en robe de chambre, il n'était jamais négligé. Jamais. Je ne l'ai jamais vu négligé. Même quand c'était des pyjamas en soie. Beaucoup de ses costumes étaient faits chez Smalto, Francesco Smalto. Il achetait chez Charvet, qui jusqu'à aujourd'hui passe pour être un des plus grands chemisiers du monde. Et c'est toujours l'excellence. Il avait vraiment beaucoup de goût. Tant au plan artistique qu'au plan vestimentaire. Regardez ses épouses. Jusqu'aujourd'hui, Madame Houphouët-Boigny est une très belle femme. Oui, c'était un paysan, c'était un agriculteur. Que la postérité ne me consacre pas comme le premier président de la République de Côte d'Ivoire, mais comme le premier paysan de mon époque en Côte d'Ivoire. C'était un paysan, un planteur, un homme
profondément ancré dans la tradition et dans la nature. Et il connaissait aussi la nature. Il connaissait les saisons. Il connaissait quand il faut planter, quand il faut labourer, quand il faut semer, quand il faut récolter. Il était averti de tout ça. Et le pétrole et le gaz que nous découvrons et que nous exploitons aujourd'hui, même à l'époque de Houphouët-Boigny, ça existait. Mais il a fait le choix de privilégier l'agriculture. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui, nous le devons à l'agriculture d'abord. Nous n'avons jamais vendu un litre de pétrole, 1 kilo de fer, de cuivre, de manganèse, d'uranium. Si nous avons progressé, si nous avons réalisé ce qu'on considère comme le miracle ivoirien, c'est uniquement grâce au travail de nos paysans. C'est un monsieur qui travaillait 7 jours sur 7. Il n'y avait pas samedi, il n'y avait pas dimanche. Il m'est arrivé souvent de rentrer dans sa chambre et à part l'endroit où il dort, tout le reste de son lit était couvert de dossiers et de livres. Il poussait ça pour dormir. Et il lisait beaucoup. Beaucoup de livres, beaucoup aussi de notes. Les gens lui faisaient beaucoup de notes, il lisait beaucoup de rapports. Il était parfaitement informé de tout et de beaucoup de choses. Quand Félix Houphouët-Boigny te pose une question, c'est pas parce qu'il ne connaît pas la réponse. Hein. Il connaît la réponse, mais il veut savoir si tu vas lui mentir. Il vaut mieux lui dire la vérité. Je dis non. Et je le redirai 1000 fois non. Il mangeait absolument de tout. Je ne l'ai jamais vu manger du piment, mais il mangeait absolument de tout. Et avec beaucoup d'appétit. J'ai jamais vu Houphouët-Boigny avoir l'appétit coupé. Il mangeait régulièrement. Ça allait de la Messie au petit déjeuner, au Klala et au Foutou à midi. Sur sa table, il y avait en général la cuisine africaine et la cuisine européenne en même temps. Et il lui arrivait souvent de manger de tous les plats. Ses sœurs lui envoyaient à manger tous les midis, tous les soirs. Ma mère aussi lui faisait, il aimait beaucoup le tchèp sénégalais. Ma mère lui en faisait, il mangeait beaucoup ça. Et quand il allait en Europe, il partait avec ses mortiers, ses pilons pour manger du foutou partout où il se trouvait, en Suisse, à Paris, partout. Il regardait la télé, la RTI. Il affectionnait, par exemple, à l'époque, il y avait Simon Templar, le Saint. Quand Houphouët-Boigny voyageait, on suspendait l'apparition de Simon Templar jusqu'à ce qu'il revienne parce qu'il ne voulait pas rater un seul épisode. Oui, il regardait la télé, il suivait les informations, il regardait aussi la boxe. C'était un fanat de boxe. Marie Konaté, je ne sais pas, vous n'avez pas connu à l'époque, peut-être vous étiez trop jeune. Marie Konaté, Jean-Claude Marcel avait dit qu'il boxerait ce soir en pensant tout d'abord au premier de ses supporters, le président de la République, son Excellence Félix Houphouët-Boigny, qui n'a cessé à aucun instant de le supporter. Il penserait tout d'abord à lui et puis à ces milliers de supporters ivoiriens. Nous avons été plusieurs fois à 2 doigts d'avoir des championnats d'Afrique. Et le Zimbabwe a presque sonné. Je reviens à ce fameux Marie Konaté que Houphouët-Boigny finançait et puis il n'y avait pas de résultat. Quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais tonton, qu'est-ce qu'il y a la boxe? Il dit, mon fils, la boxe, c'est un homme comme un homme. C'est beaucoup. Les gens qui écrivaient des chansons à son honneur, à sa gloire, il les aidait, il les favorisait, il les payait. D'autres diront il les achetait. Mais bon, c'était un mécène de l'art. À l'époque, on avait créé, c'est George Benson, je crois, qui avait lancé ça, le 6e sillon. Soyez bénis, grand Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny sponsorisait tout ça. Est-ce que j'ai déjà trouvé le président Houphouët-Boigny affecté? Et je vous ai dit, quand on l'a traité de voleur. Houphouët-voleur, ça l'a affecté. Parce que c'est un fait historique. En 1946, Houphouët-Boigny envoie quelques centaines de jeunes Ivoiriens faire des études sur ses fonds propres. Je repose la question. Houphouët-Boigny volait qui? Quand Houphouët-Boigny n'était même pas encore président, il était simple député, il roulait en Cadillac. Ici en Côte d'Ivoire, en 46-47. Voilà. À l'époque, il fallait déjà pouvoir s'acheter une Cadillac. Encore une fois, il volait qui à l'époque? C'est donc, je pense, un monsieur qui est arrivé au pouvoir riche. En plus, les statistiques les plus sérieuses vous disent que Houphouët-Boigny tout seul, sur ses différentes plantations,
réalisait chaque année 10% du chiffre d'affaires de l'agriculture totale de la Côte d'Ivoire. Donc 10% des bénéfices. Alors, après 50 ans de cela, comment s'étonner qu'ils puissent construire une basilique? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous savez, quand vous parlez de l'attachement d'Houphouët-Boigny, alors Houphouët-Boigny en tant qu'individu n'était pas attaché personnellement à l'or. Il faut se référer à la culture baoulée. L'or a une valeur refuge, mais l'or chez nous aussi a une valeur de fétiche. Et on mesure la puissance d'une famille ou le poids d'une famille à la quantité d'or qu'elle est supposée posséder et qu'on met en évidence lors des funérailles. Et il appartient à chaque chef d'accroître l'héritage qu'il reçoit en or, de le fructifier pour le transformer, pour le transmettre plus important à sa succession. Ce à quoi Houphouët-Boigny s'est employé. Mais lui-même, personnellement, il ne faut pas croire que Houphouët-Boigny adorait l'or, simplement par vice. C'était beaucoup plus par obligation morale et culturelle. Et dans la coutume Makan, vous avez la faculté d'augmenter ou ne pas augmenter l'héritage que vous avez obtenu de vos ancêtres. Mais en aucun cas, vous n'avez le droit de diminuer d'un gramme cet héritage. La vie auprès d'Houphouët-Boigny est une leçon permanente, à condition de savoir observer et de savoir écouter. Tout ce qu'il disait avait valeur de leçon. Même quand il vous soumettait à une épreuve, c'était dans le souci de vous former. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez, j'évite d'aller dans son caveau. J'y vais que quand j'y suis contraint, parce que dès que je rentre, j'ai la chair de poule. Je porte ça en moi et je sais que c'est quelque chose que je vais porter jusqu'à ma mort. Personne ne pourra jamais le remplacer. Personne. Houphouët-Boigny, yeyo amor, yesenyamyo kangwansu, wakwe wele chikla, yeyo amor, yena wase, baba, nana ufwe, yesi wasu chikla.